Ok, clique. Oh, on entend une Lara. Bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Alors, c'est le premier cours. J'adore, ça me fait rire, le cours de la directrice. Bon, on va l'appeler comme ça. En fait, c'est le premier échange entre vous et moi. Et j'avais envie qu'on parle, sur base un peu de toutes les questions que vous m'avez posées, j'avais envie qu'on parle de ce que pourrait être le show business en adéquation avec qui l'on est humainement, mais qui l'on est aussi en tant qu'artiste. Et sur base de toutes les questions que j'ai vues se présenter à moi, j'ai eu la sensation que vous aviez besoin de repères sur comment justement mélanger ce qu'on est, tout simplement, avec ce que sera le voyage proposé par un show business. Alors, on s'entend que pour moi, le show business, c'est un animal en mouvement constant, le show business dans lequel moi, je suis rentrée quand j'avais vos âges. Moi, j'avais 18 ans, donc c'est pas du tout le même que 40, donc j'exagère, 40 ans plus tard, mais en tout cas presque 35 ans plus tard. C'est un autre monde. Les paradigmes ont changé, les valeurs aussi ont changé, mais ce qui ne changera jamais, à mon sens, dans ce show business, c'est le fait que ça continuera d'être des humains et des artistes qui s'y engagent et qui devront trouver une façon de se mélanger à ce que requiert ce show business. Alors voilà, moi je suis là pour vous. Je pourrais vous parler de mon parcours pendant 100 ans, mais finalement, c'est pas vraiment ça qui peut vous intéresser. C'est plutôt ma vision de ce que je pourrais vous apporter aujourd'hui avec ce que moi j'ai traversé. C'est-à-dire que mon histoire, c'est mon histoire, mais qu'est-ce que j'ai compris finalement de cette mise en adéquation? Qu'est-ce que j'ai vu au-delà de ce que j'ai compris qu'il fallait faire, qu'est-ce que j'ai compris qu'il fallait surtout pas faire finalement? Ça, parfois, c'est aussi précieux que de définir ce que l'on veut faire. Alors, je suis là pour vous. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Moi, j'avais justement une question par rapport à ce qu'on ne doit pas faire. Je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui craignent d'affronter cette bête du showbiz. Puis je me demandais si tu avais des conseils ou des erreurs à pas reproduire en début de carrière. C'est vaste comme question, Marie. Hein. C'est sûr que des conseils ou des choses à ne pas faire, je te dirais que ça va être très ponctuel. Ça va être en fonction de ce qui se présente à toi. Donc, est-ce que tu serais d'accord peut-être de préciser un petit peu mieux ce que tu entends par ce qu'il ne faudrait pas faire au début? Qu'est-ce que tu entends par là? Tu parles de quoi? Comme des règles non écrites que le monde respecte quand il arrive sur des plateaux, admettons, de tournage, qu'on ne sait pas trop, mais qu'on découvre un peu sur le tas. Je sais pas si c'est plus clair. Oui, absolument, absolument. Ben, écoute, peut-être, j'aime beaucoup l'expression une règle non écrite. Je te dirais que la principale règle non écrite, ça va être le sens de l'observation. On est tellement enthousiaste, en fait, quand on rentre dans le ventre de la bête, qu'on a un peu tendance à poser beaucoup de questions, à parler, à faire un peu trop souvent, à être peut-être presque trop disponible, finalement, au départ, parce qu'on a peur de ne pas être à notre place. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va meubler. On n'aimera pas tellement les silences. Donc peut-être qu'une des règles non écrites, c'est mesurer le pouvoir du silence et de l'observation lorsqu'on rentre pour la première fois, je te dis par exemple sur un plateau de télé. Pour la première fois un plateau de télé où il y a 200 personnes. Ça, c'est comme c'est une petite base. Hein, en tout cas, si on parle d'un gros plateau de télé, entre 150 et 200 personnes, il y a toujours quelqu'un qui entend ce que tu dis. Il y a toujours quelqu'un qui regarde ce que tu fais. Et il y a toujours quelqu'un qui, au-delà d'une observation neutre, va poser un jugement. Okay. Toujours. Ça, c'est... Welcome to humanity. Bienvenue parmi les humains. Simplement, on est très sensible par définition lorsqu'on est un artiste et lorsqu'on est perméable à ce que le regard de l'autre devient, ce que la parole de l'autre devient, on perd rapidement contact avec ce que le silence et l'observation permettent.
Donc je te dirais que dans la règle non écrite, pour moi la plus fondamentale, si j'avais pu me farmer la gueule un peu plus et observer un peu plus, plutôt que de meubler le silence par mon insécurité, qui est continue d'être une bonne compagne de chemin pour moi, mais néanmoins, je l'ai un peu apprivoisée quand même aujourd'hui. Mais si j'avais pu un peu plus être dans l'observation pour comprendre, parce qu'il n'y a que dans l'observation que tu peux comprendre comment ça fonctionne. C'est pas pendant que tu fais du bruit. Okay. Donc je dirais que mesurer le pouvoir du silence et de l'observation, ça c'est une règle non écrite. Pourquoi? Parce qu'elle va te servir à toi. Elle ne va pas tellement servir aux autres. Et en même temps, ça va servir aux autres à comprendre que la petite, on la bouscule pas comme ça. Et en fait, c'est une façon de stabiliser notre désir. Le désir pour un artiste, ça fait beaucoup. C'est le désir de connaître, le désir de se faire connaître, le désir de partager, le désir de chanter ou écrire, le désir d'avoir un compagnon de route dans tout ça qui deviendrait notre allié. On a beaucoup de désirs quand on fait ce métier-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de métier. Le show business est un peu plus rude que le désir et la joie. Le show business est un petit peu plus violent et manipulateur. Donc, dans ce désir, on peut parfois se tromper, ce que moi j'appelle se tromper d'amarrage de karma. Okay, tout d'un coup, on va amarrer, on va ancrer notre karma à quelque chose qui n'est pas pour nous. Parce qu'on a tellement de désirs, on a tellement de besoin de concrétiser quelque chose qu'on va oublier notre instinct et on va juste se fier à ce qu'on voudrait, au lieu de se fier à ce que l'on est. OK? Donc, j'ai envie de vous dire, dans le silence et l'observation, il y a un alignement naturel qui se produit où ce que vous êtes est respecté. Ça, ce serait la première règle non écrite. Voilà. C'est ne pas se frotter au show business sans l'avoir observé avec attention. C'est vraiment intéressant. Tu parlais d'insécurité constante. Est-ce qu'il y a un certain moment où tu deviens un peu plus sûr de ce que tu fais, autrement dit, peu importe que ce soit un choix vestimentaire, musical, peu importe, en fait, que tu te fais confiance que ton choix va être le bon, autrement dit? Oui. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle ce que je vais t'annoncer. Il y a un moment donné où ton instinct, ton animal intérieur voit clair. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il voit clair, il ne reste pas ouvert au partage d'une opinion ou à l'expertise de quelqu'un. Je te donne un exemple, un styliste. Ça, c'est vraiment pas mes meilleurs amis. Et j'ai de la misère avec les stylistes. Pourquoi? Parce que moi, j'étais une jeune fille qui avait beaucoup de mal à se regarder, à s'habiller justement, J'étais une jeune fille qui était pas bien dans sa carcasse. Tabarouette que j'étais pas bien. Donc, quand quelqu'un arrivait puis m'enlevait mes grands affaires, qui me camouflaient, puis voulait me mettre une robe à la Monica Bellucci ou à la Monica Vitti, vous savez, ces femmes des années 50-60 qui étaient des espèces de bouteilles de Chianti magnifiques. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient en train d'habiller une saucisse. et donc, je me hérissais. OK? Et mon insécurité devenait mon meilleur ennemi à ce moment-là. Dans le temps, j'ai appris que ma vision de moi, OK, pouvait être juste, c'est vrai, mais elle aurait pu faire confiance un petit peu plus. Donc, j'ai envie de te dire que le manque de confiance en soi, parfois, va se dissoudre dans le fait que tu peux faire confiance à quelqu'un qui est bienveillant et qui t'aime. Et j'ai fini par trouver un styliste dans ma vie, que Dieu le bénisse, Patrick Rempart, qui comprend complètement mes insécurités encore existantes. Parce que les filles... dites-moi une fille ici qui, quand elle se passe devant le miroir, tout de suite, elle dit « Ah, je suis donc belle. » Je voudrais que celle qui se voit comme ça lève le doigt. C'est ça. Va être gênée. Non, mais vraiment, là, qu'elle passe devant le miroir et que vraiment elle dise excusez-moi, mais je suis vraiment belle. Moi, je connais pas une fille au monde. Je connais des filles qui se disent « Je suis pas mal » ou ah, je me sens bien comme ça. Mais une fille qui, d'emblée, quand elle se réveille le matin, elle passe devant le miroir puis elle fait « Ça va, Claudia? » Je pense pas que moi, j'en connais pas. Donc, ces gars-là, ces femmes-là,
mon immense défi, c'est à faire miroir, nous faire miroir d'une certaine beauté, parce qu'on a tous une certaine beauté. Moi, je ne crois pas dans la laideur. Je crois dans le fait que la laideur vient de l'intérieur et qu'elle se traduit sur nos visages et sur nos corps. Même les gens qui n'ont pas été gratifiés par une harmonie physionomique, donc parfaite, c'est que les gens qui ont la même distance entre le front, le nez, c'est ça, hein, l'homme de Vitruve, tu sais, ce sont des codes mathématiques très très précis qui définissent la beauté. On est tous sensibles à une même beauté. Je vous montre 2-3 photos aujourd'hui, puis vous allez tous me dire elles sont belles ces filles-là, et ça appartient à des codes mathématiques. C'est parce qu'elles ont la même distance entre ici et ici, la longueur des jambes, des hanches, il y a vraiment des codes mathématiques. C'est comme ça s'appelle le nombre d'or. Mais on n'est pas tous nés avec un nombre d'or estampillé dans le front. Bon. Fait que quelqu'un, parfois, est capable de voir une autre formulation de ce nombre d'or chez nous. Là, on parlait d'image, tu vois, parce que tu m'as envoyé sur la piste de choisir le bon vêtement. Et moi, ça me parlait beaucoup parce que, par exemple, pour moi, ça a été une vraie douleur. Ça a été que je montais sur scène, puis comme ça. Et je maïssais, puis je tirais sur mes affaires, puis je me touchais, puis tu sais, les gens se demandaient, à quoi tu fumais? Mais juste, je m'aimais pas, puis je n'aimais pas ce que je portais. Puis dans le temps, il y a quelqu'un, un jour, qui m'a juste dit, dès l'instant où tu es inconfortable, l'animal que tu es va perdre contact avec son art. Dès l'instant où quelque chose te met inconfortable, on parle d'un vêtement, on est très futile, là, mais dès l'instant où quelque chose avec lequel tu dois te représenter te met inconfortable, je parle pas d'un challenge, puis je parle pas d'évoluer. Je parle bien d'inconfort réel, un inconfort cellulaire, OK? C'est pas la bonne affaire. Et là, fais-toi confiance. Sandrine, on se parlait on n'est pas obligé de mettre des efforts sur des choses qui vont nous déstabiliser, comme descendre les marches quand il faut qu'on se concentre sur la chanson. C'est ça que je pensais. OK? On n'est pas obligé d'être habillé comme un soir de gala avec tu sais, je sais pas, un pantalon trop serré, un corset trop serré, si ce soir-là, on a un enjeu plus grand. Il y a des moments pour être belle, là, puis il y a des moments pour être bonne. Puis il y a des moments où on peut être belle et bonne en même temps, mais il y a parfois des choix à faire. Donc, cette voie qui va nourrir notre confiance ne doit jamais défier notre instinct. OK? Et notre instinct est notre première intelligence. Donc, la confiance en soi appartient à la faculté dans ce show business qu'on va avoir d'écouter notre instinct plutôt que les jugements des autres. OK? Et une grande différence pour moi entre un jugement et une opinion basée sur une expertise. Et c'est très simple, le jugement, ça fait mal, ou bien ça surgratifie, parce que les gens pensent qu'un jugement n'est que négatif, mais elle est très très belle, est aussi un jugement. OK? Elle est très très laide, est aussi un jugement. Mais au centre, il y a, avec le type de beauté que cette femme a, voilà ce que je propose. Comment ton instinct se sent avec ça? Oh, tu l'essayes, puis là, tu es ni dans le jugement qui te gratifie, ni dans le jugement qui te démolit. Tu es dans une proposition qui va rentrer en adéquation ou non avec ton intelligence, avec ta faculté d'être toi. Et on revient toujours à la même chose, être soi, finalement. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Dans la même lignée un peu que Jérémy par rapport à la confiance en soi, au-delà, tu sais, du physique, tu sais, des vêtements et tout, y a-t-il un moment, je vais formuler ma question comme en 2 volets, y a-t-il un moment où, en tant qu'artiste, tu es capable de te regarder puis de te dire, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est bon. Puis, si oui, de quelle façon, toi, tu y es arrivé, puis qu'est-ce que tu aurais à conseiller pour une personne, justement, qui essaye de se rendre éventuellement à ce stade-là, tu sais? En fait, toi, tu parles d'amour de soi. Si j'essaie de résumer ta pensée en une seule mention, ce serait comment cultiver un peu d'amour pour moi. Hein? Je crois. Est-ce que j'ai traduit assez correctement? Si je n'ai pas bien traduit, tu me dis, puis je reformule. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que tu commences un peu à comprendre mes insécurités. Mais comment cultiver un peu d'amour pour soi? Eh bien, d'abord en réalisant qu'on a absolument besoin de cet amour-là. En fait, se donner cet amour-là, c'est la meilleure stratégie pour nourrir le besoin d'être intègre,
être nous-mêmes. C'est-à-dire que tant qu'on cultive du jugement, du désamour, de la critique violente, de la destruction, tant qu'on n'est pas capable de voir la moindre beauté chez nous, on est notre pire ennemi. Et pendant qu'on est notre pire ennemi, on ne peut pas nourrir notre chemin de ce dont il a besoin pour développer toutes nos forces, pour développer notre sécurité, pour développer notre identité artistiquement. Puisqu'on est en train de passer son temps à observer ce qui ne va pas. Donc, à quel moment est-ce qu'on regarde avec clémence, avec douceur, notre personne, notre artiste, notre enfant intérieur, et on se dit, oui, ça c'était juste. Eh bien, au moment où on se laisse le droit d'évoluer, c'est à ce moment-là, ce moment où tout d'un coup on ouvre la porte vers « je suis d'accord de grandir tout en ayant commis une erreur, je suis d'accord de devenir meilleur parce que c'est perfectible, je suis d'accord que ce ne soit pas encore parfait parce que ça peut le devenir. » Tu vois? C'est en étant d'accord d'aimer le fait que l'échec n'existe pas, enfin d'accepter ou d'accueillir que l'échec n'existe pas, pour moi en tout cas, parce que pour moi c'est l'expérience. Moi, quelqu'un qui pave son chemin d'échec en échec, je préférerais entendre, ben, tu sais, d'essai en essai. J'ai peut-être pas toujours eu le résultat que je voulais, mais j'ai fini un jour par dégoupiller ce qui était moi. Tu vois? Donc, est-ce qu'il y aura un moment dans ta vie où tu te regarderas et tu feras « Waouh ». Je l'espère. Mais je te dis que oui. Ouais. Ça arrivera. Ça prend un peu de temps. Ouais. Ça prend beaucoup d'amour. Et puis parfois, ça prend un petit soutien extérieur. Ça prend parfois quelqu'un qui est capable de te faire miroir de toute cette incroyable beauté dont tu es contenu et que tu ne vois pas tout de suite. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça aussi que souvent, je me repose souvent sur les autres. Puis sur les commentaires des autres, les conseils des autres. J'ai besoin de la vie extérieure parce que moi-même, je ne suis pas capable de me le donner. Pour l'instant, probablement. Probablement, pour l'instant, le soutien extérieur contribue plus que ton regard intérieur. Ouais. Mais tu verras. Je vais y arriver. Puis après, on va rentrer dans la notion du travail, pas juste le travail sur soi, psycho-émotionnel ou la conscience, ça c'est très très vaste, mais le travail qui libère le geste. Tu sais, Jérémy, on en parlait en CED ce matin. Parfois, il y a un travail qui est la répétition d'un geste en tant que musicien, en tant qu'auteur, en tant que compositeur, en tant que chanteur, qui crée une immense liberté qui fait que quand on se déploie, on vole très très librement parce qu'on a tellement travaillé sur notre art que tout d'un coup, on est vraiment en pleine maîtrise. Et parce qu'on est en pleine maîtrise, on est libre et on ressent de la joie pendant qu'on le fait. Tu vois? Ça, là, c'est un très 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 grand allumage ou allumeur d'estime de soi. Ouais. Le fait d'avoir répété le geste, je dis n'importe quoi, un grand pianiste qui voudrait jouer le Rachmaninoff, le deuxième mouvement. Le Rach 2, c'est le Rach 3 aussi, mais je ne sais pas si vous aimez un peu la musique classique, mais dans les grands, il y a Rachmaninoff. Et Rachmaninoff, le deuxième mouvement, la deuxième étude, c'est extrêmement compliqué. As-tu mangé quelque chose? Je me disais, un gars qui mais peut-être un coup, ça va passer. C'est tellement drôle. Fait comment fait-on en interview quand notre ventre fait comme ça? Deux solutions. On rit parce que c'est drôle. Ou il y a d'autres stratégies. Mais je peux peut-être pas en parler devant les caméras. Je sais plus ce que je disais. Attends. Oui, le Rach 2. Fait qu'un pianiste là, qui commence, qui commence à envisager de faire un Rach, ça veut dire déjà qu'il est au moins à la 7e année, entre la 5e et la 7e année de travail. Excuse, ça me complètement déstabilisé. C'est-tu correct? Non, ben oui, si tu veux péter un coup, peut-être. J'adore. Ils pensent tous que j'ai de la classe, mais pas de je vais attendre qu'il revienne. Lui, il est comme, je comprends, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé de vraiment intéressant lors du cours de la directrice le premier? Eh bien, le caméraman avait une de ses envies d'aller aux toilettes. Ou bien il avait mal digéré son anaconda qu'il avait mangé en sauce générale Tao. Le canard laqué n'est pas passé. OK, donc je disais qu'un musicien classique a beaucoup de métiers, mais qui rentre dans des échéances hyper challengeantes. Il ne peut pas s'asseoir au piano puis se lancer dans le rack 3 sans avoir fait au moins 3 heures de gamme. Ou, à tout le moins, 3 heures où il a fait en exercice les mouvements les plus compliqués en les détachant lentement. OK? Il les aura tellement faits que sa mémoire corporelle, sa mémoire, son intelligence du corps va s'être souvenu du mouvement pérenne qu'il a fait, constant qu'il a fait. Et quand il va arriver en audition ou quand il va arriver en concours, c'est même plus lui qui le fait. C'est son membre extérieur qui le fait. Pourquoi? Parce qu'il aura répété le geste, répété le geste, répété le geste, répéter le geste. Et je le fais volontairement, ce mouvement, parce qu'il y a un endroit où le mental doit s'arrêter au bénéfice de ce que notre intelligence suprême peut faire. Et notre intelligence suprême, c'est pas notre mental. Notre mental est le brouilleur de notre intelligence suprême. Et c'est pareil pour toute forme d'art dans ce show business. Que l'on soit chanteur et que l'on fasse des vocalises, on en fera si vous voulez bien à la fin de ce cours un petit peu. Que l'on soit musicien, que l'on fasse des gammes, que l'on soit danseur et que l'on fasse un échauffement, peu importe. Il y a vraiment, on a besoin d'être engagé dans le travail qui va libérer notre faculté d'exécuter un geste avec une telle maîtrise que pour les autres, quand ils vont nous voir, ils vont se dire « Wow, ça a l'air facile ». Ils savent juste pas que ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille en 5, 6, 7, parfois 8 heures par jour pour être là. Voilà. Fait que l'engagement envers le travail, qui est la répétition du geste sans jugement, encore une fois, parce que tu sais, quand tu répètes le geste, parfois tu te trompes. C'est correct, Marie? Tu vis encore sur l'histoire du pet, c'est ça? Parce que moi, les pets, Ah, mais oui, mais c'est normal. désolée, Clara, Mais c'est pas grave. respectueux, Mais pas du tout. C'est drôle un pet. Parler de piano. Ah, c'est cute. Écoute, pense à autre chose. Pense à un rot. Mais là, ça m'aidera pas, ça va rien. Ta langue derrière les deux palettes. Ah ouais, hein? Ok. Ouais, dedans. J'adore. Je connaissais pas ce truc-là. Comment ça? Moi, j'ai eu beaucoup de fou rire. J'ai déjà eu des copies parce que je pouvais déstabiliser une classe au complet. Fait que Hey, moi j'avais tout. ce- Tu sais, pendant un examen, un moment donné, un examen, j'avais lâché une espèce de gros pet, là, genre. J'étais vraiment chanceuse. Un gros pet, puis j'ai commencé à cramper. Mais tu sais, pendant un examen, j'ai pas le temps de cramper. Comme là, on est dans un cours avec la directrice, tu peux te fermer ta gueule, genre. Puis moi, je suis là, puis je crampais à cause d'un pet. En tout cas. Mais moi, je trouve ça très intéressant, ce moment. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, on l'a, entre guillemets, on est en famille, même si on est entouré de caméras, je veux dire, vous n'êtes pas en danger avec moi. Tu peux me péter ça, là, c'est vraiment Mais pas je me grave. suis sentie un peu. Ou tu peux rire jusqu'à ce que le cours finisse, il n'y a aucun problème. Mais imaginons que ça arrive dans une circonstance où il y a un devoir de résultat. Ouais, ouf. Pas un devoir d'écoute, OK? Un devoir, une opportunité d'écoute. Il n'y a jamais un devoir d'écoute, il y a des opportunités d'écoute. Mais imaginons que vous ayez un devoir de résultat, puis que ça peut vous déstabiliser à un point où vous ne seriez plus capable de vous réancrer. Mais oui, Ce serait quoi la bonne stratégie, à votre avis? c'est canaliser. Oh, ça, c'est vaste. Sortir, Ouais, prendre comment? une bouffée d'air. Ouais, aller prendre une bouffée Non, d'air. mais des fois, tu peux pas. Mettons, Ouais, ça c'est fait vrai. penser à pourquoi t'es là, pourquoi que t'as besoin de cette information. Ouais, c'est bon. Bravo. C'est vraiment ça. En fait, c'est se souvenir de l'objectif. Ouais. Et au moment où tu te souviens de l'objectif, là, qu'est-ce qu'on fait là? Comme je vous dis ici, il n'y a pas d'enjeu. Ben, tu vas te souvenir que il va être plus important de te concentrer sur la raison pour laquelle tu es là, comme dit Olivier, plutôt que sur le moment qui était super drôle, certes, mais qui au final ne pourra peut-être pas t'apporter. La même chose que De ce te que rendre tu à dis là, on s'entend que C'est ça. c'est beaucoup plus intéressant que... Fait que c'est ça, se souvenir de pourquoi tu es là.
Bien joué. Toi, commence à te mettre les dents en arrière, la langue en arrière des dents, toi, là. C'est-tu vrai? Ton truc fonctionne même. Ça marche Tu pas. verrais, Marie-Lou. Lundi, on braillait. Genre... L'objectif, là, je me rappelle de l'objectif. C'est ça, rappelle-toi de l'objectif. Justement, ce serait quoi l'objectif d'un cours comme ça aujourd'hui? Apprendre, puis diminuer nos insécurités aussi. OK. Apprendre quoi, par Sur le exemple? showbiz. OK. Sur ton parcours, ton expérience, les conseils que tu as à nous apporter pour ce qu'on s'apprête à vivre, tu sais. Il faut bien écouter peut-être bien les conseils qui vont Recevoir, nous ouais. permettre de nous rendre. Oui. Moi, je... C'est tellement en accéléré en plus qu'il faut vraiment Ouais, être comme. c'est ça. Moi, je nous vois vraiment comme une éponge. Ouais. Ouais. Tu sais, si- On capte l'information. Ouais. Tu sais, moi, dans la vie en général, j'ai tendance à zone out sur beaucoup de trucs, puis ici, on dirait que j'ai jamais été autant Ouais. concentré. Parce que j'ai conscience du temps qui est limité, puis Ouais. je sais pas dans une semaine où je vais être, tu sais, je peux être encore là à pouvoir recevoir tout ça. Fait que OK. C'est comme j'ai l'urgence d'absorber le De plus. profiter. Ouais. Mon Dieu, c'est ça. On dirait, j'ai été le premier dans ma vie à faire ça. Puis on dirait, je suis ici, puis je suis comme. Ouais. Je trouve ça, c'est drôle, mais on dirait, je suis assez concentré à tout. La première fois que je suis bien dans ma vie, là. La première fois que tu es Ben, bien. comme à l'école, c'était moi qui se faisait sortir tout le temps, avec qui. Je sais pas si tu comprends. Oh, OK, Mais oui. je suis là. C'est ça. Moi, mon nom de famille dans la vie, c'est Croquart. Et de base, Fabien, c'est le nom de ma maman, du côté de ma mère. Et moi, c'est le nom que j'entendais le plus pendant la journée. J'entendais pas tellement ce qu'on me disait, j'entendais mon nom parce que ça précédait Croquart dehors. OK. Fait que moi, je sortais. Puis pourquoi? Parce que j'étais une fille qui posait des questions qui dérangeaient. J'ai toujours eu besoin de savoir certaines choses qui étaient peut-être en dehors de la boîte. Fait que ça aussi, c'est un conseil que je me permets de vous donner. Ne vous censurez jamais sur ce que vous avez besoin de savoir. Il n'y aura peut-être pas toujours les réponses à vos questions. Il faudra parfois les chercher ailleurs qu'à l'endroit où vous les posez. OK? Mais ne vous censurez jamais, à tout le moins, sur la pensée d'une question. Ça va être important. Fait que je ne sais pas pourquoi on sortait de la classe, mais peut-être que justement, toi, ta façon de réfléchir est tellement plus vaste que la boîte dans laquelle on essaie de te mettre que tu t'emmerdais J'ai fini probablement. l'école alternative à mon rythme. J'ai tout clenché ça, j'ai même fini plus vite qu'à l'école. Ben oui. Parce que là, on te proposait quelque chose où on Oui, t'entendait. à la fin, là, j'y allais le plus vite que je pouvais finir. Et quel genre d'école alternative t'as fait? C'était avec il y a juste 2 profs, il y avait un chien dans notre classe. Puis... Puis c'était quoi, genre Steiner, Montessori? C'était quoi comme Le type chien? Ok. Non, comme type d'école alternative, c'était quoi comme pédagogie? Ben, c'était plus les personnes qui. C'était pas les personnes qui avaient de la difficulté à l'école, c'était qui fitaient pas dans Le moule. le monde. C'est ça. Alors, par définition, un artiste ne fitera jamais dans un moule. Sachez qu'il n'y en a pas aucun d'entre vous ici qui est démoulable. Il n'y en a pas de moule, il n'y en a qu'un. OK? Toi, il n'y en a qu'un. Toi, il n'y en a qu'une. Autant que vous êtes, il n'y a personne ici qui peut être standardisé, étiqueté et placé sur une étagère. Et c'est parfois tout le défi dans nos existences de avoir besoin de faire partie d'un clan et en même temps avoir ce besoin d'unicité qui fait que notre identité va émerger et va créer ce pont vers les gens. Okay? Parce que c'est sûr que si on est banal, ben, le public ne va pas s'attarder à nous. Si on n'a rien à offrir qui est unique et qui nous appartient, pourquoi donc est-ce que les gens, avec la multitude de choses qu'il y a, pourquoi est-ce qu'on devrait les intéresser? Fait que comment cultiver l'unicité qui fait qu'on peut quand même appartenir à un clan, OK? Et en même temps tisser ce lien avec les gens. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut être nous-mêmes, cultiver notre unicité, tout en appartenant à un show business, où on a besoin d'une famille, et qui nous aide à aller où on a besoin d'aller, et en même temps, préserver ce qui fait de nous qu'on est unique, qui est la vraie raison qui va attirer un public. Est-ce que vous avez une idée de ce serait quoi la convergence? S'il y avait un mot qui nous permettrait de dire c'est en faisant ça qu'on peut faire ces 3 choses en même temps. L'ouverture. La vérité. D'écouter. Qui a dit la vérité? Alors, il n'existe pas une vérité, d'accord? Mais c'est ne jamais déroger à la nôtre. En fait, c'est la faculté, avoir le courage d'être vraiment ce que l'on est. OK? Donc, Mais je pense que c'est un bon exemple, comme qu'est-ce que j'ai vécu comme à l'école.
seul fait qui me rendait de bonne humeur, c'est quand je faisais une joke puis le monde réagissait. Ou soit au cours de gym que je prenais vraiment ça au sérieux parce que j'aimais ça. Puis j'ai pris la décision de m'en aller de mes chums plus faire rire de monde puis me concentrer genre pour finir mes études. Mais cette école-là, c'est genre tu peux rien faire de la journée, mais c'est ton problème. Exact. Mhm. Il vient de nouveau de mettre le doigt sur quelque chose de très important. Olivier, il parle de responsabilité. Et encore une fois, les enfants, responsabilité, vraiment pas au sens judéo-chrétien du terme qui rime avec culpabilité. J'ai bien dit responsabilité. En fait, c'est responsabilité, ça veut dire se donner la réponse. Responsabilité, c'est avoir l'habilité de trouver une response, une réponse. C'est ça de la responsabilité. C'est pas de la culpabilité. Fait que le jour où vous êtes capable de vous donner la réponse, vous avez développé l'habilité de répondre à votre questionnement, vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans votre vérité. Et à ce moment-là, tout d'un coup, quelque chose en vous émerge qui est indiscutable. Qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas. Parce que ça, c'est un jugement. Okay? Puis on s'en fout d'un jugement. Mais les gens, eux, qui tout d'un coup se passionneront pour vous, mais ils ne seront pas dans le jugement. Ils vont être dans la curiosité de qui vous êtes. Parce qu'ils vous verront en train de vous poser les bonnes questions pendant que vous évoluez. Alors, c'est un chemin qui n'est pas simple. Hein. Je vous le dis, il y a des matins, tu te lèves puis tu n'as pas les bonnes réponses. Il y a des matins, tu te lèves puis tu n'as pas envie de trouver les bonnes réponses. Ça prend du guts puis du courage. Puis parfois, ça prend une grande faculté de s'abandonner, de ne pas être en contrôle, de ne pas être dans le mental. Et au moment où vous lâchez le contrôle et le mental et que vous acceptez de vous laisser aller vers vous-même avec beaucoup de douceur, beaucoup de clémence, mais là, quelque chose de vous va émerger qui est beaucoup plus beau encore que ce que vous pouvez imaginer. Et c'est là que le public va vous voir et qui va faire « Waouh! Je sais pas pourquoi, mais ça me remue. Hein? » Ça crée une émotion, ou bien ça crée une réflexion chez le public, mais tout d'un coup, il vous voit, finalement. Donc ça va être super important. Pour arriver à mettre en adéquation votre identité, le show business, qui n'est pas facile, et le public qui est l'unique objectif. Puisque sans public, je rappelle qu'il n'y a absolument pas de carrière. Et sans l'amour dont ils vous nourrissent pendant 10, 15, 20, 30, moi j'ai la chance d'être à ma 32e année, c'est assez... Moi, des fois, je me pince, j'ai 32 ans que tu fais ça. Et je crois que le fil ténu, le fil mince, mais tellement fort entre eux et moi, c'était que j'ai toujours essayé de trouver les réponses qui me rendaient, qui faisaient de moi quelqu'un qui était capable de la vérité, capable d'énoncer sa vérité, qui avait le courage de sa vérité. Voilà. Tu dis que ça fait 32 ans que tu es dans le métier. Moi, j'avais une question là-dessus. Comment faire pour, genre, durer dans le métier? Se souvenir que le futur n'existe pas. Et que demain n'est qu'une multitude de moments présents dans lesquels tu es intègre à chaque fois, dans lesquels tu es engagé à chaque fois, dans lesquels tu acceptes que tu puisses faire un faux pas ou une erreur, ou dans lesquels le fait de te tromper est une nourriture et pas une destruction. Et tout d'un coup, comme ça, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, tu te retournes et ça fait 30 ans que tu es là. Mais parce que tu n'as jamais... Tu as eu une vision, mais tu n'en as pas eu peur. Tu étais dans le moment présent, qui a fait ton futur, mais tu n'as jamais été trop dans l'anticipation de ce futur, tu comprends? Ça ne veut pas dire qu'il faut pas... Tu vas me dire, la rate est bien fine, mais moi, quand je veux faire un album, puis ils vont me demander 18 mois avant quelle photo je veux pour mon album, puis ils vont me demander comment ça s'appelle, puis j'aurai tout mon plan de promo. Je dirais que 18 ou 24 mois dans la vie d'un artiste, c'est comme aujourd'hui. Ça se résume, ça s'englobe dans hier, aujourd'hui, demain. 24 mois dans la vie d'un artiste, c'est à peu près le minimum pour pouvoir créer une foule de moments présents qui représenteront la durée dans ta carrière. Est-ce que ça te parle, ça? Oui? C'est comment pour toi le fait que je t'ai dit que le futur n'existait pas? C'est bizarre parce que c'est ça que tu disais, on veut voir au futur vraiment qu'est-ce qui va se passer, mais en même temps, il faut vivre ce qu'on est en train de vivre. Absolument. Absolument.
C'est bizarre que tu dises tout ça, André. J'ai même fait tatouer ça sur le bas, step by step. Un jour à la fois. C'est ça qui m'a vraiment guéri de délivrer. Mais tu sais, quand on a quelque chose fait très très mal, on ne sait pas quand ça s'arrête de faire mal. Mais par contre, on sait comment minute après minute gérer l'impact. OK? Ça, on le sait, c'est automatique, c'est dans notre instinct de survie d'humain. Donc, mais si on se dit, ça va me faire encore mal comme ça dans une année, on est incapable de canaliser la douleur du moment. Fait que ça aussi, la gestion de la douleur. Contrôler le Exact. futur. Tu peux pas le contrôler, c'est impossible. Mais tu peux gérer l'impact. Tu pourras jamais décider que la vie ne t'impacte pas. Mais tu pourras décider après l'impact comment le gérer. Ça, c'est ton choix. OK? J'ai dit ce matin à Jérém, je pense, que la vie nous traverse souvent comme une flèche. Puis dans ce trou que la flèche crée et qui nous transperce et qui s'en va, on a deux possibilités. Soit on reprend la flèche et on se la replante. OK? Soit on la laisse là, puis on guérit cet espace qui vient de se faire. Et qui, souvent, au-delà de la douleur, permet quelque chose. Ça, c'est une bonne question que j'ai envie de vous partager. Qu'est-ce qu'un empêchement permet? Qu'est-ce que quelque chose qui est décrit comme une impossibilité, OK, en réalité, permet? Je dis n'importe quoi. L'un des trois qui est en danger cette semaine s'en va. OK? Imaginons que je dis n'importe quoi, ce soit Sandrine. OK? Au moment où tu vas passer la porte, il y a deux choses que je t'inviterai à faire. La première, c'est accueillir la peine que ça pourrait te faire. Parce que ça, c'est juste d'en avoir. Moi, là, les gens qui font « Mais pleure, pense pas grave. » Laisse-moi voler, laisse-moi pleurer. Ouais. Je peux-tu pleurer? Est-ce que j'ai le droit de me faire traverser parce qu'il fait mal? Peux-tu juste te mettre en empathie avec moi pendant que j'ai mal, puis arrêter de me dire que j'ai pas le droit d'avoir mal? Merde! Ouais. Ça, c'est la première chose. Donc, merde à quoi que ce soit qui ne te permettrait pas d'avoir mal. Et deuxièmement, au moment où cette phase du mal investit tout ton corps puis te traverse, où cette vague te traverse, une fois qu'elle est passée, te dire qu'est-ce que cette sortie, cette impossibilité de continuer à la Starac, en fait, est en train de permettre. Toujours vous souvenir qu'une porte qui se ferme est en réalité un portail qui s'ouvrira plus tard, que vous ne voyez pas parce que vous avez le nez sur la porte. Mais lorsque vous reculerez de cette porte, il y a vraiment un portail plus loin. Donc pour moi, ça a été vital dans la vie de ne pas m'agenouiller devant la douleur. D'accepter qu'elle me mettait un genou à terre, mais de reprendre la faculté d'avancer pour comprendre ce que cette impossibilité rendait possible. C'est quoi d'autre est possible? C'est ça la phrase. Quoi d'autre est possible? OK? Je vous en prie, continuez, parce que sinon, je suis partie. Moi, j'ai une question. Tu dis que le showbiz, c'est compliqué, puis c'est quand même intense, mais C'est comment- chiant. C'est ça. Comment on fait pour pas tomber dans les mains de quelqu'un qui a des mauvaises intentions et qui le cache bien, tu sais? La réponse de la fille qui l'a vécu au moins 3 fois. Écoute, j'ai envie de te dire que c'est inévitable. Hein, j'ai envie de te dire que cette chute-là, là, quand on rentre dans le show business et qu'on a désespérément besoin d'un soutien à l'intérieur du show business et qu'on cherche quelqu'un en qui on peut faire reposer notre confiance, on a tendance à faire confiance plus en l'autre qu'en nous-mêmes. Et je te dirais que ce qui pourrait éviter, même si moi je pense que c'est salvateur de se faire défenestrer une fois ou deux, ça peut apprendre beaucoup de choses. Moi, certaines trahisons ont été mes plus grands enseignants, vraiment. Ça fait mal, là, mais mon Dieu que j'ai appris. Mais je te dirais que quand tu pars en escalade dans ce show business avec quelqu'un auquel Est-ce que tu as déjà fait du rappel en montagne? Tu sais ce que c'est du rappel? C'est quoi, mais jamais fait, là. Bon, c'est comme de l'escalade, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est que tu montes à pied avec ton cordage, puis tu te lances d'en haut, puis à chaque rebond, tu vois, tu as un mousqueton de sécurité. La personne que tu pourras identifier comme étant ton mousqueton de sécurité n'est jamais plus importante que ton habilité de faire le bon. Alright? Donc, au moment où toi, tu vas donner un coup sur la montagne, puis tu vas te lancer de 4 mètres en arrière et tu vas tomber de
je sais pas moi, facilement 15 pieds, minimum, là, faut jamais que tu te fies au fait que tu as ton mousqueton qui te retient. Faut que tu te fies au fait que toi, tu es habile. Puis que si même tu n'avais pas de mousqueton, tu aurais eu la force dans les bras qu'il fallait pour pas tomber. OK? Mais le mousqueton, par exemple, c'est le fun de l'avoir dans la poche. Ou à tout le moins, sur la deuxième partie du cordage. Donc pour moi, ce que j'avais pas compris, personnellement, c'est que si jamais moi je me vautrais, si jamais moi je voyais pas clair, ben moi j'avais pas la force de faire le rebond. Je pensais que c'était le mousqueton, moi, qui allait le faire à ma place. Et j'ai des petites nouvelles pour toi, ma fille. C'est pas le mousqueton qui fait le bond, c'est toi. Donc, ne jamais déplacer la responsabilité sur l'autre. Je te dirais que c'est comme ça que tu peux éviter la mauvaise personne. C'est en te souvenant qu'il y a des choses que tu ne pourras pas déléguer à l'autre. Il y a des actions qui n'appartiennent qu'à toi, dont tu es le maître, dont tu dois disposer, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'égard et de respect, parce que tu diras pas à la personne qui est ton soutien, qui est ton mousqueton, tais-toi, tu sais pas, c'est moi qui fais le bon. Non, il y aura toujours une grande partie d'échange dans tout ça. Mais rappelez à la personne qui est le mousqueton qu'à un moment donné, le dernier col, là, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui saute. Fait que c'est toi qui risques de tomber. Et il vaut toujours mieux tomber avec une décision qui est la tienne qu'avec une décision que tu aurais déléguée parce que tu n'aurais pas voulu en prendre la responsabilité. Et moi, systématiquement dans ma vie, les 2 fois les plus graves de ma vie, une fois en particulier qui était vraiment la plus blessante, c'est parce que j'avais remis tout mon pouvoir dans les mains de cet être et toute ma confiance. Inquiète-toi pas. Parce que j'avais remis tout mon pouvoir dans les mains de cet être et toute ma confiance dans les mains de cet être. Et pendant un temps, ça a marché. Ça a super bien marché. Parce qu'il avait tellement plus confiance en moi que moi-même. Fait que c'était mon fuel. Mais il y a eu un jour où cette personne s'est fatiguée. Où elle aussi, elle avait besoin de son moment. Et moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, fait que j'ai continué de remplir le panier, tu sais, avec mes insécurités, avec mes croyances, avec mes jugements, Puis à un moment donné, cette personne-là a fait « OK, stop ». Et il a lâché le mousqueton. Mais moi, je n'étais pas attachée. J'ai fait un vol, ma fille. Mais c'est parfait parce qu'au moment où je suis arrivée sur le sol, il y a vraiment eu l'émergence de ce show business n'est pas un endroit où l'on laisse notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est un endroit où l'on navigue ensemble vers notre force, avec notre force, pas en la laissant dans les mains des autres. Ça a répondu à ta question? Oui, merci. Excuse, vas-y. J'étais comme... Ben, encore par rapport à ça, tu sais, Laura, est-ce que parfois, tu sais, ton instinct te parlait ou t'avais tellement pas confiance en toi que justement, tu sais, ton instinct, c'était comme rendu plus son instinct à cette personne-là? Les deux, Sarah. Les deux. En fait, ce que je te disais au début, dans le préambule, l'instinct est notre première intelligence. Il ne faut jamais remettre en doute notre... C'est la petite voix. Je vais vous donner un exemple très, très stupide. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Oublie le show business. Dans un restaurant, tu es avec des chums, puis on te présente quelqu'un pour la première fois. Puis tu salues, notre cerveau reptilien, donc ce qui est notre faculté de... Non pas de réfléchir, mais de ressentir le danger. Oui, de ressentir. Et la première chose qui est en mouvement. C'est la première. Ouais, c'est très fort. Mais on nous a tellement appris que c'est un jugement, ça c'est un jugement, puis non, l'instinct. Mais non, il est sûrement très, très gentil. Si ton animal, si ton reptile à l'intérieur a fait oh, bonjour, tu t'assieds, puis les 2-3 premières minutes de conversation, t'es pas bien, il y a quelque chose, t'étais pas à l'aise, tu t'es jamais détendu du bas. C'est le bas de ton corps qui va le raconter généralement. Tu vas pas arrêter de bouger en général. Face à quelqu'un que ton instinct a reconnu comme étant dangereux pour toi ou pas la bonne chose pour toi, tu observeras, fais cette expérience si jamais ça t'arrive, tu verras c'est le bas de ton corps. T'arrêtes pas de bouger le bas. Tu vas de gauche à droite, tu vas bouger tes jambes, Mais quand tu te sens bien, là, généralement, quand tu es ouvert à ce qui se passe, tu vas te mettre dans une position très confortable. Très confortable. Et tu vas pas tellement bouger. Et tu vas être à l'écoute.
Donc ça, c'est ton corps, mais ton instinct, qui est ta première intelligence, lui le sait. Qu'est-ce qui se passe au moment où on découvre que la personne qu'on aurait tant voulu aimer, ou de laquelle on aurait tant voulu se rapprocher parce que, merde, on nous l'a présentée dans le show business, elle est importante, cette personne-là. OK? On ne veut pas ne pas l'aimer, cette personne-là. On est dans le déni. On disqualifie notre instinct. On va le disqualifier instantanément. On va lui dire, tais-toi. On peut l'avoir immédiatement. Oui, et on va essayer, et on va tout faire pour que notre code d'éthique se mette en adéquation avec le sien. Même si notre éthique nous dit depuis 2 heures là, que ça marche pas, puis que, ouais, mais ce gars-là, c'est parce que, tu sais, il possède tous les concerts, c'est lui qui a les salles de spectacle, je n'importe quoi. Mm-hmm. Ben, ce gars-là, c'est parce que c'est le producteur de... Tu comprends? C'est un des gars les plus importants de whatever. T'sais, on pourrait dire Live Nation, comme on pourrait dire à une époque, c'était Sony qui... Mm-hmm. Comment je fais si le boss à Sony, tu sais, je peux pas. Et en fait, tu as raison, tu ne peux pas. T'es pris. Parce que tu voulais être là. T'es allé à l'audition. Personne t'a forcé. Mais au moment où tu rentres, il y a quelque chose en toi qui fait... Non, c'est pas pour moi. Pour moi, il y a 2 stratégies à ce moment-là. Tu t'écoutes à 100%, tu déclines l'offre. Et tu sors de cette zone qui est une zone d'inconfort. Et tu vas voir ailleurs, c'est possible. Il n'y a pas qu'une crèmerie où acheter de la crème glacée. Ou tu te dis que ça en vaut la chandelle parce que cette personne, même si elle ne correspond pas à toute ta charte éthique, elle en vaut vraiment la peine parce que tu as du respect pour son expertise et pour son professionnalisme. Mais que par contre, au moment où cette personne va te demander de te déplacer d'une façon qui ne sera pas juste pour toi, tu t'assureras de ne jamais te censurer. OK? Et ça, là, tu l'apprends avec le temps. Parce qu'au début, tu veux plaire, tu veux faire partie d'un clan, tu es face au boss de Sony Music. Je parle de vécu, tu sais. Et tu ne sais pas comment dire à cette personne-là, non. C'est ça qui était peurant. Et il y a un prix. Il y a un prix derrière un non. Mais moi, je sais, pour l'avoir vraiment vécu sur ma peau, dans mes chairs, que je n'ai jamais regretté d'avoir dit non à quelque chose de très spécifique dans ma vie un jour, qui m'a sûrement coûté quelque chose de très grand, mais j'aurais jamais pu recevoir le cadeau de ce qu'est ma vie aujourd'hui. Je serais jamais Lara aujourd'hui, la maman de Lou, la femme de Gab et la directrice de Starac. Vraiment, je vous le dis en toute sincérité et simplicité, si j'avais dit oui à cette chose. Parce que je crois que j'aurais payé tellement cher le compromis que ça m'aurait détruite pour la personne que je suis. S'assurer qu'on a toujours dans la poche le prix qu'on nous demande de payer pour arriver à l'endroit où on veut aller. Sinon, dépense pas l'argent que tu n'as pas dans ta poche. Et quand je parle d'argent, c'est une métaphore, bien sûr. OK? Moi, j'avais une question par rapport à... Je me demandais, en fait, comment tu gérais... Non, c'est pas de problème. Comment tu gères, comment tu vis les montagnes russes du métier, dans le sens que tu peux faire un show devant des milliers de personnes, puis c'est hyper stimulant, tu sais, c'est comme un gros high, puis t'arrives chez vous, puis c'est comme, ah, je suis tout seul, il y a personne, qu'est-ce que je vis, tu sais, c'est comme... Est-ce que t'accueilles ce calme-là, puis ça te fait du bien, ou c'est anxiogène, ou... Je sais pas. Écoute, on n'est pas tous pareils devant le silence. Ouais. OK? Puis, on n'est pas tous toujours tout seuls quand on rentre. Hein, il y a un peu de caricature dans cet énoncé qui est véritable à certains moments de nos carrières, mais qui est complètement faux à d'autres. Moi, aujourd'hui, quand je rentre, ben, j'ai la petite dans tous les sens avec sa boîte à lunch par terre, puis maman, puis j'ai mon chum, il faut que je sorte les poubelles, puis j'ai du monde autour de moi, je caricature vraiment. Là, c'est un peu plus doux que ça. Ouais. Et puis, il y a eu des moments dans ma vie où je rentrais dans une chambre d'hôtel, jour 1, jour 2, jour 10, jour 20, jour 23, et où pendant 23 jours sur 30 jours par mois, ma vie était une chambre d'hôtel, un taxi ou un avion, à toutes les 36 heures. Je me souviens de l'année où j'ai pris 365 avions. Okay. En faisant des intercontinentaux 2 fois par semaine. Je peux te dire, pour l'avoir fait, que ça a été un enseignement extraordinaire et que parce que je l'ai fait, que ça m'a enseigné le fait que je ne veux plus jamais vivre ça, je peux néanmoins dire que ça a été incroyablement formateur.
Ouais. Incroyablement formateur. Mais derrière, ça m'a appris que je suis pas faite pour cette vie-là. Moi, je ne suis pas faite pour être loin de ce qui manque au plancher des vaches. Plus que 25 jours par mois. 25 jours par mois, pardon. C'est trop. Ça marche pas. Fait que lorsque l'immense succès qui nous précède en tant qu'artiste parfois fait qu'il y a une demande à laquelle on semblerait ne pas pouvoir dire non, nous amène à un endroit où le non en nous démolit, ok? Il faut se souvenir du pouvoir du non avant que ce à quoi on a dit oui nous démolisse. D'accord? Mais ça, on ne peut le vivre et le comprendre que quand on l'a vécu. Donc, pour répondre à ta question, comment gère-t-on les sinusoïdes de ce métier, la partie solitaire, la partie anxiogène ou la partie qui nous nourrit et qui fait de nous des êtres vraiment heureux en faisant l'expérience de chaque chose? Et en comptabilisant après l'expérience de chaque chose, c'est quoi qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce qui nous met le plus en joie? Qu'est-ce qui continue de nourrir l'artiste que nous sommes tout en gratifiant l'humain? Parce que le jour où dans la balance, tu te dis toute la somme de ces oui que j'ai dit a fini par me faire dire non à tout ce que j'ai de plus important en moi. Alors, quel que soit le succès imparti à tous ces oui-là, on n'avait pas l'argent dans la poche pour avoir dit oui. Ouais. Tu me suis? Ouais. Donc, il y a quelque chose parfois où combien d'artistes vous avez entendu, desquels vous avez entendu parler, dont on finit par raconter la dépression, la dépendance à l'alcool, comment dire, l'utilisation de médicaments, le problème de promiscuité, le fait qu'ils sont incapables d'avoir une seule personne dans leur vie, que c'est des gens qui sont super instables, qui parlent plus à leur famille, qu'ils haïssent leur vie, puis ils sont... Est-ce que c'est nécessaire d'en arriver là? Je vous jure que non. Je vous jure que c'est possible à un moment donné de dire oui, mais non merci. Ah super, mais non merci. Et vous ne pouvez arriver à ce oui, mais non merci qu'après avoir fait l'expérience de ce qui est important pour vous, de ce qui est précieux pour vous. Donc je te dirais, quand tu auras vécu des soirées de solitude dans ta chambre d'hôtel et que la multitude de fois où tu l'auras vécu sera too much, sera trop, tu seras capable de te répondre tout seul. Moi, j'ai pas la réponse pour toi. J'ai pas la réponse pour Julien Charbonneau. C'est propre à chacun. En fait. Ah oui. Mais je peux juste te dire un truc, c'est qu'on est complètement humain. Ouais. Et qu'à un moment donné où ce qui nous déshumanise ne peut plus, à ce moment-là, être une valeur ajoutée sur scène pour les gens. Et que ceux qui nous déshumanisent et qui fait qu'on arrive sur le stage mort, fait que ceux qui nous aiment vraiment, je te dirais... c'est bien souvent, après la 8e rangée, avec la lumière, tu vois plus les gens. C'est ceux-là qui voient, généralement. C'est ceux que tu ne vois pas qui te voient. Eux, ils le savent. Ouais. Eux, ils t'attrapent parfois à la sortie du concert et ils font ça va là? Ouais, super. Et finalement, eux sont le miroir de ce que tu t'es pas raconté au bon moment. C'est bon. Donc, faire l'expérience, goûter pour savoir, décider avec ton intelligence et ton instinct. Ouais. T'avais pas une question, Sandrine? Ouais. Ah oui. Ok, déjà? Quelle heure est-il? J'ai encore... Laisse-moi encore 5 minutes. Laisse-moi encore une question ou deux. Mais dans le fond, c'était un peu dans le même optique qu'Amélia, tantôt, ce qu'elle demandait. C'était quoi donc? Tu parlais de comment savoir que t'es bien entouré. Que t'es bien entouré. Mais est-ce que tu penses que justement ça prend avant de. Tu sais, quand mettons, on sort d'ici, on se fait offrir des trucs. Est-ce qu'il y a un temps? C'est quoi le. J'imagine que c'est propre à chacun, mais le temps de s'asseoir et d'analyser tout ça. Comme j'imagine que c'est ultra important de ne pas juste sauter sur la première occasion. Sandrine, il y a des compétences que nous, les artistes, on n'aura jamais. OK? Fait qu'on aura beau s'asseoir pendant des heures à lire un contrat, dans un premier temps, je parle pas après 20 ans de métier. Ouais. Puis à faire confiance à quelqu'un d'une maison de disques qui nous dit mais t'inquiète pas, on aura beau prendre tout le temps qu'on veut, on n'a pas les compétences au départ. Donc je crois que arriver à s'entourer de gens qui, eux, ont des heures et des heures et des heures de vol, c'est qui ont vraiment du millage dans la lecture d'un contrat, dans
comment se définissent des royautés, qu'est-ce que cette maison qui t'offre une visibilité te prend, en fait. T'auras beau y réfléchir autant que tu veux, si t'as pas les codes, si tu ne sais pas, tu connais pas la sémantique de base, ou bien je te dirais un contrat de base, que c'est par exemple, pour parler juste d'un contrat, t'auras beau t'asseoir et lire, là, t'as besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi qui l'a déjà fait, puis qui sait ce que c'est. Puis c'est pas forcément un autre artiste, c'est simplement parfois un avocat qui ça va peut-être falloir dépenser une coupe d'heure à 200$ de la valeur ajoutée, de l'expérience de quelqu'un qui sait, qui lit, et qui n'est pas partie prenante, qui n'est pas l'avocat de la boîte, mais qui est le tien, qui est là pour te défendre, ou à tout le moins pour t'informer. Ouais. Tu vois? Ça existe. Il y a vraiment des gens qui font ça super bien. C'est ça. Par exemple. Après, le manager, aussi, si un jour il y en a un, c'est un excellent point d'appui si lui, il n'a pas d'agenda caché. Si sa volonté, c'est vraiment de mettre la lumière sur toi. Parce que, tu sais, il y a des gens, ils mettent la lumière sur toi, mais ils voudraient pendant ce temps-là que quelqu'un mette la lumière sur eux pendant qu'il la met sur toi. Ça se voit assez vite. Il y a 2-3 trucs où on voit ça très, très clairement. C'est parfois une question de positionnement physique aussi. C'est comment la personne te laisse parler quand tu t'exprimes, comment elle te laisse aller au bout d'une question lorsque tu en poses une, ou elle te coupe pas en disant « Non, moi, je vais t'expliquer ». Mauvais signe. Je peux-tu finir de poser ma question, s'il vous plaît? Puis même si ma question te paraît stupide, peut-être qu'elle l'est, ou elle te paraît obsolète, laisse-moi la poser. Puis après, tu me donneras ta réponse. Tu vois? Ouais. Donc, s'accompagner de gens dont l'écoute est favorable. OK? Moi, c'est plus le fait que, comme tout ce que tu as dit, je veux pas dire que je sais tout ce que tu as dit, mais ça s'est tout déjà passé dans ma tête. Tout ce que tu dis, on dirait que je l'ai tout filé, puis je t'écoutais comme... J'aurais fait ça quelque part d'autre, dans ce cas, je sais pas si tu comprends, mais moi, la seule affaire que j'ai peur, là, c'est de revenir dans ma vie. Moi, je veux juste être heureux. Je veux pas avoir à me questionner, je suis bien, ça me tente-tu, je fais ça toute ma vie. J'ai peur de revenir dans ma place, genre, puis de pas être bien. Tu sais, je m'ennuie de mon monde, oui, mais non. Je m'ennuie pas, genre, ben, c'est bizarre à dire, mais c'est pas parce que je les aime pas, mais je suis juste bien. Ce que tu es en train de me dire, questionner, genre, je suis bien. Ce que tu es en train de me dire, c'est que l'environnement duquel tu viens est un environnement... La routine... qui te fait pas ça te fait pas de joie de retourner vers cet environnement-là. Et tu trouverais ça super précieux de trouver une façon de te créer un environnement. Avec les personnes que j'aime, mais pas le roulement de la vie, genre. Est-ce que tu as l'impression que ce monde d'avant, celui duquel tu viens, a un pouvoir sur toi? Ben je pense que c'est à cause de tout ce que j'ai vécu de ça que je suis rendu ici. J'avais besoin d'être bien. Donc, tu es en train de me parler d'une force d'inertie négative qui fait que, même si c'était négatif, c'est parce que ça faisait mal que tu as été capable de sortir de l'endroit duquel ça faisait mal. Si tu avais été très confortable, peut-être que tu n'aurais même pas pensé à sortir. C'est ça. C'est ça, puis ce qui me rend heureux, c'est chanter, mais c'est à cause je suis vraiment un gars réaliste dans la vie, puis moi, chanter, c'est un rêve, tu sais. Moi, j'ai besoin de me gâter un peu dans la vie, puis d'avoir un peu d'argent de serrer, mais ce qui me fait vibrer, c'est chanter, fait que... Et tu voudrais savoir comment est-ce que le chant peut contribuer à te faire avoir un petit peu d'argent de serré pour pouvoir continuer de vivre une vie autonome sans être obligé de retourner à une vie que tu n'aimes pas. Comme tu dis, là, moi, je suis un gars de famille, je veux une belle famille, tu sais, j'ai tout le temps voulu ça dans ma vie, mais je me vois pas genre faire des séjours dans les bars, puis moi, j'ai besoin de ma famille, mais en même temps de bien vivre, tu sais. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le show business d'aujourd'hui est un show business que tu peux inventer complètement. On n'est plus dans le monde où... Sony ou Universal te signe, puis c'est fini ça. Les réseaux sociaux qui pour une grande partie des plateformes sont parfois très déstabilisants et pas très nourrissants. Il existe aussi toute l'autre interface qui est celle qui nous mène à notre public, avec lequel on peut créer directement un lien, avec lequel on peut créer notre monde. Qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, de te créer un monde dans lequel cette stabilité-là est donnée par tes règlements à toi, tes codes à toi? Ouais, qu'est-ce qui t'empêcherait de prendre le risque, dans le fond? Ouais, c'est ça. Fait que moi, ce que je crois, c'est que pour l'instant, ta vision, elle est très divisée. C'est où je retourne dans un monde qui était ma douleur, ou je vais dans un monde dans lequel je connais aucun des codes, puis je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Je te propose de créer tes codes, d'inventer les règles du jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Dans le show business d'avant, ça ne l'était pas vraiment. Dans le show business d'aujourd'hui, où, d'un point de vue national au Québec, par exemple, tu peux rallier toute une série de gens qui vont t'aimer pour ce qu'est Olivier,
selon ta façon de faire, c'est réaliste. Mais si tu me disais, Lara, moi, ce que je veux demain, c'est chanter en anglais parce que je voudrais être le prochain Ed Sheeran, là, je te dirais... Non, c'est ça. Là, il va falloir qu'on aille faire courir la bête avant ça. C'est vraiment tout ça qui me... Tout ce que j'ai réalisé, je vais être bien dans la vie. C'est ça. Ben écoute, sais-tu, Olivier, toi et 7,999 milliards d'autres gens. Et c'est tellement magnifique ce que tu dis parce qu'on a tellement perdu, je trouve, ce gros bon sens qui est on peut juste être bien. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il faut vraiment correspondre à 1 milliard de codes pour être bien? Non, pas du tout. Fait que je pense que tu peux inventer la plateforme, le monde, le lien avec les tiens, ton fanbase, qui va te permettre d'articuler ce que tu veux articuler pour exister comme tu veux exister et être juste bien. C'est vraiment possible, sache-le. Tant mieux que... Parce que c'est pas mal ça mon seul questionnement qui me reste. Je m'en suis questionné dans ma vie, mais là, c'est pas mal ça qui reste. C'est possible. Oh ouais. Oui, merci. J'arrête. Je vais vous poser la question, ensuite je vais essayer de la préciser, c'est peut-être large, mais est-ce que tout sacrifice est bon à faire? OK. Dans le fond, je veux dire, y a-t-il des choses, tu sais, avant qu'on se lance dans une possible carrière, qu'on ne devrait jamais mettre de côté, par exemple? Tu sais, jamais sacrifier, par exemple. Parce que déjà, dans ma courte expérience de vie, tu sais, on est poussé souvent à mettre toute notre énergie en musique ou à composer ou à tout ça, tu sais. Puis dans ce temps-là, tu mets après toute ta vie normale de côté, tu sais. C'est une excellente question. Est-ce que tu connais l'étymologie du mot sacrifice? Le sens. Excusez-moi, parfois je dis des mots, je me raconte. Ça part bien comme réponse, je suis curieux. Est-ce que tu connais le sens du mot sacrifice? Est-ce que tu connais l'étymologie? Ça veut dire... La racine du mot. La racine du mot. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je sais pas c'est quoi. Dans sacrifice, il y a sacré. Voilà. Et ficere, ça veut dire mettre à mort, le sacré. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut la peine dans ce beau monde de mettre à mort ce qui est sacré pour nous? Non. Je te pose la question. Non. Amen. Et je pense que le seul qui pouvait faire ça, si tant est que c'est vrai qu'il a existé, quelles que soient nos croyances, c'était des gens dont le sacrifice valait la peine pour que les autres êtres humains s'éveillent. Si c'est vrai que Jésus a existé, si c'est vrai, moi je suis une femme, je ne suis branchée à aucune religion, je suis plutôt dans la conscience moi, que dans la religion. Mais si c'est vrai que cet homme aurait donné sa vie pour que les humains apprennent, j'ai envie de te dire que même lui a fait les frais du fait qu'on a une très courte mémoire. Donc, ça nous enseigne que la seule chose qui vaut la peine d'être sacrifiée dans notre vie, c'est ce qui est au service de quelque chose qui est plus grand que nous. Et là, parce que c'est au service de quelque chose qui est infiniment plus grand que nous et que c'est notre mission de le sacrifier, alors ça vaut la peine. Mais nous, on est des artistes. En toute humilité, on est un peu entre comment dire, des messagers, ok, et des amuseurs. Donc on doit préserver, malgré la profondeur et l'engagement avec lequel on fait les choses, on doit préserver une forme de légèreté qui préserve notre joie et qui donc ne mérite pas notre sacrifice. Et je crois qu'on nous a beaucoup trop culpabilisés avec le fait que parfois on n'a pas le choix et que travailler, ça doit faire souffrir. Et que pour avoir un bon résultat, il faut qu'on en chie dans la vie. Moi, je ne suis pas croyante de ça. Je ne crois pas au fait que la douleur est un passage obligé pour avoir un joli résultat. Je pense que la douleur, c'est la vie. Mais est-ce que c'est un passage sans lequel notre réussite n'est pas légitime? Moi, j'y crois pas. Je pense que toute réussite est légitime, même si parfois on a fait le choix de ne pas sacrifier ce qui pour nous n'était pas sacrifiable. Donc, pour moi, la réponse à ta question, c'est... Je crois que lorsque tu as défini ce qui est sacré pour toi, rien au monde ne devrait toucher ce qui est sacré pour toi. Voilà. Certainement pas le rêve de quelqu'un d'autre déporté sur toi. Et dans le show business, il y en a beaucoup de ça. De gens qui rêvent à ta place. Et
pour terminer, mettons, avec cette question-là, est-ce que toi, il y a des sacrifices que dans le passé t'as fait que tu regrettes maintenant? Moi, je regrette pas dans ma vie. Moi, je préfère les remords que les regrets. OK. Je préfère avoir fait quelque chose, puis malgré le fait de l'avoir fait, que ça m'ait fait vraiment mal, au moins je l'ai fait. Fait que moi, je suis pas une fille de regret. De comprendre pourquoi qui est. Ouais. Non, les regrets, c'est pas pour moi. D'accord. Mais est-ce que j'ai fait des choses qui ont fait mal? Oui. Une paire de fois. Et pas qu'à moi, d'ailleurs. Donc, ça aussi, hein, tout l'aspect collatéral de notre métier peut parfois être très, très, très difficile à gérer. Parce qu'on on irradie une foule de choses incroyables. On part en tournée, puis imagine, on part en tournée, puis il y a 45 personnes autour de nous, là. C'est gros, là. Ouais. Puis c'est pas parce qu'on a voulu ça, mais c'est parce que chaque personne a une fonction. Donc se souvenir que dans le fait de ne jamais se commettre dans un sacrifice, on sauvegarde aussi beaucoup de champs autour de nous. Est-ce qu'il y a une dernière question que je peux prendre avant de faire entrer Gabriel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? D'abord, j'aimerais savoir, c'était comment pour vous cette première approche, ce premier partage? Est-ce que ça a contribué? Est-ce que ça vous a été franchement inspirant? Très, très inspirant. Ouais, c'était... C'est libérateur, je pense. On apprend encore plus à se connaître au travers de tout ça. Ouais. Autant nous-mêmes que connaître les autres, puis ça nous fait juste du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Ce que je trouve spécial, c'est que toutes les questions nous apportent à nous autres. Ben oui, parce que c'est ça le chemin, tu sais. En fait, je ne sais plus à qui je disais ça, mais on nous apprend tout le temps à avoir ou faire, mais personne ne nous apprend à être. Depuis que tu es tout petit, c'est quand tu seras grand, tu vas faire ça parce que comme ça, tu pourras avoir une belle voiture. Hein? T'as 4 ans, tu comprends rien, là. Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi on nous dit ça c'est bien, ça c'est mal? Pourquoi on ne nous dit pas au-delà du mal et du bien, il y a un champ de tous les possibles, et puis si tu regardes au-delà du bien et du mal, il y a plein d'opportunités pour toi. Non? Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans nos éducations qui sont les maladresses forgées par des générations et des générations de croyances, où on censure complètement l'instinct d'un jeune individu. Et vous, les artistes, vous êtes ceux qui, très souvent, n'avaient pas acheté ça. C'est pour ça que vous êtes devenus des artistes. Fait que, bravo à vous. Ça vous tente de faire quelques vocalises? Ah oui. Okay. Qui est praticien de la vocalise ici? Qui est-ce qui fait ça régulièrement? Julien, Sarah Maud. Moi aussi. Qui est-ce qui n'en a jamais fait? OK. Et qui voit ça un peu comme étant rébarbatif? Ce qui veut dire? Chiant. Non? Toi, un petit peu, Marie-Lou? Qu'est-ce qui t'embête dans ça? Mais est-ce que par contre, tu as déjà eu un résultat quand tu ça? Oui. Oui? Puis est-ce que le résultat... On le souffle, surtout. Est-ce que tu as eu aussi sur la dextérité de la voix? C'est sur la facilité, par exemple, faire des intervalles avec une justesse parfaite ou... Sûrement, il y a 7 ans, parce que ça fait 7 ans que j'ai pas pris de cours de chant. Donc là, c'est okay. comme, je retombe dans ce domaine-là de vocaliser. Dans le temps, sûrement. Puis après ça, j'ai comme stagné pendant longtemps. Et est-ce que ça t'intéresse d'avoir la maîtrise de ton instrument? Complètement. OK. Fait que tu serais prête à faire le chemin vers le travail pour avoir la maîtrise du mouvement? Oui? Super. Alors moi, ça fait... à la base, je suis entraînée par des maîtres classiques depuis toujours. Donc moi, mes professeurs, c'est pas des profs qui font de la pop, c'est des profs qui travaillent avec des chanteurs classiques. Et j'ai eu l'occasion incroyable dans ma vie de chanter avec des immenses stars classiques comme Dimitri Rostropovski, comment s'appelle-t-il? Voyons. Je sais ce que je vais dire. Dans les 3 ténors, il y a Pavarotti, aidez-moi au Cénacle. Bref, dans les 3 aidez-moi Domingo, Placido Domingo, Anna Netrebko, Rostropovski, c'est des figures emblématiques de la musique classique. Et chaque fois que je devais me frotter à un duo avec des gens comme ça, je peux vous dire que je faisais dans mon froc. Je me disais, mais comment? Et puis, mes profs me disaient, tu vas faire des vocalises? Avec un sourire, tu sais, eux autres trouvent ça tellement le fun de nous faire chier avec ça. Puis moi, je disais, mais c'est pas en faisant que je vais y arriver. Il fait, oh oui, et c'est en faisant que ça que tu vas y arriver. Fait qu'il y a une sorte de, comment dire,
de leur part, il y a une demande d'engagement sur le sérieux de la vocalise qui est total. Pour eux, c'est hyper sérieux une vocalise. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris en fait que tu ne peux scier des bois qu'en faisant comme ça avec une scie. Tu comprends? Ils savent que si tu le fais avec ton bras, ça marche pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, c'est dans la répétition du geste et dans le mouvement de la consonne et de la voyelle qu'il y a une maîtrise de la voix, qui a une grande liberté, et que tu peux aller taper un contre-sol, tu peux aller taper une voix de colorature, tu peux aller taper un contre-mi, si tu veux, ça veut dire presque 3 octaves quand même pour une fille, sans effort. Puis au début, tu crois pas. Tu sais, moi, je suis une chanteuse pop. Puis je suis un auteur-compositeur. Fait que pour moi, tout ça, c'était trop psychorigide. Et puis un jour, je me suis amusée à faire l'exercice, à tenter de les faire mentir. Je me suis dit, je vais faire exactement ce qu'ils me disent, puis tu verras, c'est pas vrai ce qu'ils racontent. Sauf qu'en bout de ligne, après à peu près, je dirais, 3 ans d'exercice, ça a pris 3 ans à peu près, j'ai réussi à chanter la Traviata de Verdi comme ça. Et c'est peut-être un des airs classiques les plus difficiles, surtout pour une chanteuse pop. Et la Cassa Diva aussi. J'ai réussi à faire des choses incroyables en musique classique, puis arriver devant des monstres qui me regardaient, qui faisaient... Tu sais, ces gens-là, ils appartiennent à une autre caste. Nous sommes des petits chanteurs populaires. Et finalement, quand tu les côtoies, ces gens-là, c'est pas vrai. Ils nous adorent parce qu'ils nous trouvent libres. Mais la liberté ne doit pas empêcher le travail. C'est le travail qui permet la liberté. Exactement. Alors, Gabrielle va rentrer. Donc, je vais vous faire quelques petits exercices basés sur ma méthode classique. OK? Donc, c'est des consonnes, des voyelles. Hello. Alors, on va commencer simplement par dire juste nanana. Donc, l'idée ici, c'est de mettre la bouche au neutre. La bouche au neutre, ça veut dire quoi? La bouche au neutre, ça veut dire comme juste avant qu'on parle. On est neutre, on respire très calmement. Et on a la langue, la pointe de la langue, qui touche les dents du bas. Ça, c'est la position du chanteur. C'est pas comme moi. Moi, toujours la gueule ouverte. Donc, la position du chanteur, c'est vraiment le neutre, la petite langue en bas. Et vous allez voir, quand vous vous mettez dans cette position-là, vous allez naturellement commencer à respirer par le nez. En respirant par le nez, vous allez tout simplement aligner tout l'appareil de phonation. Ça veut dire la respiration, le diaphragme, le larynx, le corticoïde, c'est le cartilage qui permet la bascule pour le son, les cordes, les arythénoïdes, donc les fausses cordes, le nez, les conduits auditifs, et ce qu'on appelle l'espèce de petit tunnel invisible qui crée les harmoniques au haut. Une fois qu'on est dans cette position neutre, on respire, tout ça s'est aligné presque automatiquement. C'est pour ça que mes professeurs disent toujours, c'est pas toi qui chantes, Lara, ça chante. Ok, ça chante. Très bien. Quand on est dans cette position-là, à partir de là, on peut, comme on discuterait avec beaucoup de sérénité, commencer à faire nananana, niam 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 niam, nium 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 nium. Comment on fait juste ça? Nananana, niam 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 niam, nium 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 nium. Nananana, niam 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 niam, nium 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 nium. À partir de cet espace super paisible, on peut commencer par le mi. Na. C'est peut-être un peu bas pour les filles? Na. C'est correct? Ouais, c'est un peu bas pour toi, ma chérie. Tu ne récupéreras au fond. Je vous le fais une fois. Et ensuite, on fait mon demi-ton et fait. Donc, c'est une simple gamme sur 7. On fait niam 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 et nium 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 en montant chaque fois de demi-ton. OK? Parfait. On commence. Na. Niam. Niam 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 niam.
ferme la bouche et on respire par le nez. C'est tout petit. C'est tout petit. Encore. Quand ça devient trop haut pour les garçons, on passe aux filles. On va accélérer. Demi-respiration. Regarde le rythme quand même. Et puis quand ça devient trop, on décroche les mâchoires. Dernière. Dernière. Merci. Christelle, est-ce que tu peux me faire juste les deux dernières pour montrer simplement le décrochage de la mâchoire que tu fais admirablement bien. Sur le new maintenant, même note. J'ai fait volontairement, pas pour te faire trébucher, mais j'ai fait volontairement, j'ai demandé volontairement à Christelle le new. Pourquoi? Parce que le new est plus compliqué, niam c'est plus facile. New, pour arriver à le faire, en fait, ce qu'il faut, c'est simplement ouvrir un tout petit peu plus. Tu me repasses la note, s'il te plaît, Gabriel. Et accepter que ce soit laid. OK? Accepter que l'exercice n'est pas le chant. L'exercice, c'est ce qui permettra le chant. D'accord? Donc, toujours se souvenir qu'en exercice, il n'y a pas d'enjeu, à part la musculature, l'aisance, la liberté du geste. C'est tout. Ça, ce serait le premier. Le niam, le nium, moi, je le fais un peu plus loin. Je le fais sur un petit peu plus loin. Parfois, j'arrive au contre-mi, mais on ne va peut-être pas aller là aujourd'hui. Le deuxième exercice. Ça m'arrive de faire les contre-mi. Elle est fière, ma tante. Avec du gel, avec mon professeur. On peut l'entendre? Non, parce que ça, c'est... Non, mais Le piano. Ah, oui, le contre-mi. OK. Un you ou un A, c'est super ardu, mais quand tu respires... Ben oui, toi, tu fais les voix de dauphin, donc c'est ça. Ma mère, elle faisait ça au piano, puis on était comme... Mais quand tu vas le faire en ouverture sur une consonne ou une voyelle, ça prouve que ta musculature est super en santé puis que dans le micro-son, tu as le maxi-son. Hein, c'est ce dont on se parlait, hein, Sandrine? Maintenant, le deuxième exercice en consonne, c'est le yo-yo, ya-ya-ya. C'est quoi le yo-yo, ya-ya-ya? Ça permet de muscler les cordes, ça permet de masser les cordes. Un yo, si vous faites yo-yo-yo-yo, ya-ya-ya-ya, ben, faites-le juste pour voir avec vous-même. Yo-yo-yo-yo, ya-ya-ya, yo-yo-yo-ya-ya-ya. Ça fait du bien? Ouais. Normalement, ça fait du bien instantanément. Yo-yo, ya-ya, idem, toujours la petite langue sur le bas des incisives et des dents du bas. Et on part sur, on part sur le fa peut-être? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ya, 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 ya. Yo ou ya? Yo. Yo, 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 yo. Ya, 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 ya. Tout pas, moi je fais le truc. Yo, 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 yo. Ya, 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 ya. Stop. Là, on va essayer de faire celui que je viens de faire là, avec le saut en haut. Donc c'est yo 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 avec cet intervalle là pour vous forcer à décrocher la mâchoire sans forcer. Donc, je vais vous forcer
à faire quelque chose physiquement pour que votre voix le fasse toute seule. OK? Une fois, je le refais une fois. Tu peux le jouer, Gab, juste une fois. C'est ça. OK? On essaie ça? Avec le yo, n'oubliez pas, quand vous arrivez là-haut, vous êtes obligé, c'est que mettez vos mains ici, à l'envers ou comme vous voulez, ou juste vos doigts, et vous allez voir, ça va vous permettre simplement de prendre conscience du fait que si vous décrochez pas la mâchoire, le son, on va tous avoir l'air d'oiseaux qu'on égorge. On va éviter yo, yo. Olivier, on va le refaire encore une fois. C'est vraiment yo 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 yo. OK? Ok, je vois ça. Yo 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 yo. Ya 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 ya. Yo 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 yo. Dernière fois. Ya 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 ya. Finger and solos. Comme d'hab. Parfait. Niam, yo. Et maintenant, on va faire le mot. Et après, pour vous faire rire, on fera le dodu, parce que il est bien rigolo. Le mot, c'est quoi? Le mot, c'est la pointe de la lèvre, ici. On prend la position bitch. C'est ça. Il y en a qui l'ont tout seul, ça. On nommera personne. On parle pas de la pièce ici, évidemment. Fait qu'on prend une petite position de bitch. C'est bien belle, Sean. Et dans notre tête, on se dit... Pour les garçons qui trouvent ça un peu intimidant de prendre une position de fille, il faut juste à partir du... On grogne sur quelque chose. Non, mais on n'est pas content. Non, c'est les gars, ils sont pas contents, nous autres, on est un peu fraîchés. OK? On part sur le fa, encore une fois, et c'est tout. Par contre, là, il n'y a presque pas de son, les amis. C'est le plus important du mot, c'est qu'on va ce qu'on appelle fleurir la lèvre pour que lorsqu'on prononce une consonne, le son sort tout seul par percussion. Donc, mo, c'est pas vous qui faites le son. C'est la petite bouche, là, c'est la petite pointe de la lèvre qui va produire le son. C'est pour ça que même s'il n'y en a presque pas qui sort dans un premier temps, c'est pas grave du tout. C'est lorsque vous allez toucher cette zone de la bouche que la lèvre, vous remarquerez que certaines des grandes chanteuses classiques ont une lèvre qu'on appelle fleurie. Exact, ce genre de lèvre-là. Presque comme si on lui avait piqué la lèvre, c'est pour d'autres raisons, là, c'est presque ça que ça fait. C'est presque comme une injection, vraiment, ce genre de travail. Le non, toujours la petite pointe, pas de volume, juste le non. Mi. Pianissimo. Pianissimo. Ce que vous entendez, c'est plus le fait que vos lèvres se touchent que le son lui-même. Et quand vous entendez ça, ça veut dire que vous êtes en train de travailler le bon endroit pour faire fleurir le son. Pour que demain, lorsque vous allez taper une bonne note en chest voice, ça va résonner ici sur cet aspect fleuri et ça va dégager une force infinie. Puisque la résonance va passer par de la chair et pas juste par de la force. La chair du son, c'est aussi important que le son lui-même. Donc ça, c'était le mot mi. On n'a pas besoin d'en faire plus parce que lui, généralement, on ne le monte jamais aussi haut. Là, on va faire le do, du. Bon, on est laide puis on a l'air vraiment du yab quand on fait ça, mais c'est super efficace. Qu'est-ce que ça provoque? C'est quoi le do, le du, le
Qu'est-ce que ça fait le do? Eh bien, ça permet au larynx de se détendre complètement, au diaphragme de tomber complètement et au voile du palais de se lever. Et qu'est-ce que ça fait quand on lève le voile du palais? Bien, on va chercher toutes les contre-harmoniques, enfin, toutes les autres sons qu'on peut faire en haut avec notre voix dont on n'a absolument pas conscience, mais qu'on fait hyper naturellement. Toi, Olivier, t'es rempli d'harmoniques quand tu chantes. Tu le sais pas du tout. Tu le fais, t'étais là l'autre jour, on était blastés par tes harmoniques. Parce que c'est dans ta nature de... Parce que tu as un peu une petite bouche comme ça, de nature, et tu as un peu la galoche, tu sais, cette tête qui favorise le son un peu à la Freddie Mercury. Tu sais, Mercury, il avait ça, c'était sa physionomie qu'il faisait avec les dents qu'il avait, puis le positionnement de sa mâchoire, c'était naturel aussi. T'as ça, Julien? C'est pas de ta faute, c'est que vous êtes né comme ça. Vous avez cette position un peu avancée de la mâchoire qui va créer une cavité sonore extrêmement percussive, extrêmement lumineuse. OK? C'est pas votre faute, c'est comme il y en a qui naissent avec des jambes d'un mètre 20 puis qui font ça. C'est ça. Puis il y en a d'autres comme moi qui mettent des talons. Donc, tout simplement, c'est se souvenir que ces prédispositions naturelles, soit on les a, soit on les incrémente. Pour les incrémenter, le do du permet de mettre vraiment la langue complètement épatée dans la bouche, comme si vous aviez une patate chaude. Et à partir de cette position, vous faites do, 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 du, du. Puis ça va faire des espèces de vibrations. Il y en a qui vont baver. Do, 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 du, du. Et c'est ça qui se passe. Vous observerez que si Julien fait do, 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 du, voilà. Lui, ses joues bougent, mais presque pas. Vous, ça va être beaucoup plus fort. Regarde, voilà. Fais-moi voir, Gérard. Fais-moi voir ton visage. Alors, do, 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 du. Le do, tu lâches jamais la langue du bas, tu lâches jamais tes dents. Et je sais, c'est ridicule, puis on est pas beau quand on fait ça. T'arrives pas à le faire? Bien sûr. Juste un instant, les amis, juste un instant. Explique-moi où est ta difficulté. Raconte-moi ta difficulté. Mes joues bougent pas. Genre, je pense que j'ai juste pas compris. Alors, tu mets la pointe de ta langue sur les dents du bas. Tu écrases ta langue le plus possible. Comme si tu faisais... OK? OK. Ensuite, tu fais comme si tu avais une patate chaude dans la bouche. Tu fais, mon Dieu, c'est chaud. OK? Genre. Ça au Cénacle, là, vous ne me le mettez pas, ça. OK. Tu l'as eu. Et là, tu fais do, do, do. À partir de là, tu prononces un DO et un DU. Do, 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 du, du. C'est très inconfortable au début, mais n'oublie jamais que ce qui va compter, c'est la rythmique là-dessus. C'est do, 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 du, du. Do, 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 do. OK? Fait qu'on fait des dodo et des dudu. On y va. Parfait. Oh yes. Léger, au plus léger. On passe du do au du. Le do est léger. Le du. Super. Ça, ce sont les 4 consonnes. Ensuite, on serait rentré dans les voyelles, puis je vous aurais fait faire le Rossini à la fin, qui est hyper complexe, mais ça va faire l'objet d'une deuxième partie de cours, si vous voulez bien, parce que là, de toute façon, d'apparence, on doit s'arrêter. Mais ces premières-là, quand par exemple, on dit « Ah, mais j'ai jamais le temps avant un concert », bullshit. On a toujours le temps avant un concert parce qu'on dit à celui qui nous coiffe, celui qui nous maquille, avec tout l'amour du monde, merci beaucoup, mais tu feras mon rouge à lèvres plus tard. Tout le monde sort et faire niam niam niam, yo yo yo, mo mo mo, du, on a tous le temps. Sur 5 ou 7 notes, du mi en bas pour les filles, les garçons peuvent commencer encore beaucoup plus bas évidemment, et on se fait au moins une octave. Au moins. Combien de temps? Écoute, moi je le fais 45 minutes, puis je fais un quart d'heure de ce qu'on appelle mise en bouche des notes difficiles. Donc sur l'adagio, j'ai des contresols, sur je suis malade, j'ai des contrefas. Donc une fois que je me suis vraiment bien chauffée, je fais des whacks. Donc des whack, whack, whack. Je fais des espèces de cris. Et puis je prends les notes les plus difficiles et je les mets dans mon exercice. Tu sais, je dis n'importe quoi, si c'est je suis malade.
Là, je te le ferai pas comme ça parce que je suis vraiment pas à la bonne place. Mais je vais le mettre dans l'exercice. Genre, au lieu de chanter « Je suis malade », je vais faire un « waka wak 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 » par exemple. « Ah wak » tu vois, pour que la percussivité, la flexibilité s'installe par l'exercice. Puis après, je vais la chanter. Donc, je te dirais, moi, je m'entraîne 45 minutes, 1 heure, à peu près tous les jours. Et puis, j'ai un jour de repos. On fait parfois ce qu'on appelle des RVT, repos vocal technique. Pendant une journée, on ne parle pas. Moi, j'ai un petit calepin, puis j'écris tout ce que je dis. Ça s'apprend quand on est obligé de se préserver parce qu'on travaille trop. Mais se préserver, c'est la vocalise. Se préserver, c'est l'action vocalique chaque jour. Et puis après, ça peut être du chant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, les vocalises. Ils vont en faire 30-35 minutes, ça leur suffit. Et puis ils prennent leur guitare et simplement, ils chantent en petite voix leur chanson. Au lieu de la chanter comme ils la chanteraient, juste ils la chantent pianissimo. Et ça, c'est une forme de vocalise aussi. Prenez toutes les chansons que vous aimez qui sont vos chevaux de bataille, okay, qui sont vos forces, et vous les chantez pianissimo. Ça, je vous jure, ça, c'est de l'or en barre. Une toune, puis vous dites, de 0 à 10, je la chante généralement à 8, vous la chantez à 2. Ça marche vraiment bien. Voilà mes petits cœurs.